Voilà, je suis très heureuse que j'ai pu vous rejoindre aujourd'hui, en fait, malgré les aléas de la vie. Euh, je vais essayer de faire de mon mieux, en fait. Alors, comme déjà euh, Monsieur Oulali a dit, je vais présenter quelques aspects de l'ironie parce que le sujet est très passionnant et il recouvre plusieurs domaines, tant le domaine de la rhétorique, là où il a été la première fois défini, que le domaine de la littérature, où il est pleinement en fait représenté, mais aussi le domaine de la linguistique, en fait, avec ce que veut dire l'ironie du point de vue de sa production. Alors, je vais essayer de partager, en fait. J'ai vu, et après, voilà. Partage d'écran, je pense que c'est là. Oui. On va voir si ça, si cela se partage ou non. D'accord. Et alors, bien sûr, oui, déjà. Bon. Vous pouvez voir, oui? Oui, tout à fait. D'accord. Bon. Attends, je dois faire sortir quelque chose d'ici. Bon. Parce que j'ai quelques annonces de patientes qui est dans la salle d'attente, mais ça va. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vois, c'est-à-dire dispositif 2.5 donc, toutes les annonces sont affichées dans votre écran ou non? Non. Bon. C'est oui, c'est OK. OK. Si vous voyez uniquement le PowerPoint, alors c'est parfait. En fait. Je vais essayer de revenir à moi, en fait, parce que d'habitude, je suis ironique, mais pas nécessairement dans ce moment. Mais tout en vous parlant de l'ironie, je dois au moins faire semblant, comme on le fait dans l'ironie, en fait, de dire le réel par l'intermédiaire d'une parole un peu détournée. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la manière dans laquelle on veut dire des choses qui parfois peuvent être douloureuses, mais on essaie de les atténuer et de cette façon, on se sert cette de ce phénomène qui est l'ironie. Alors moi, j'ai intitulé l'ironie en autrement dit pour dire des vertes et des pas mûres. Donc, parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi d'une façon plus agréable que de le dire ouvertement, voilà, et parce que si on le dit ouvertement, alors bien sûr, ça peut vexer davantage que si on est ironique. Bien que je vous assure que l'ironie peut être aussi douloureuse que la vérité. Alors, oui. Alors, en ce qui concerne le schéma de la présentation, je vais m'occuper de quelques définitions, bien sûr, et vous allez voir, ce sont des définitions qui sont valables tant dans le domaine de la littérature que dans le domaine de la linguistique, et bien sûr avec quelques spécificités pour le domaine de la linguistique lorsque je vais parler des mécanismes de production de l'ironie. Après, on peut voir que l'ironie peut être un déclencheur d'antonymie discursive parce que, en fait, dans ma thèse de doctorat, l'occasion avec laquelle j'ai connu Abdellah El Oulali lorsqu'on était à Bordeaux. Et alors, je me suis occupée de l'antonymie discursive et l'ironie était l'un des mécanismes dans lequel, de production de ce phénomène, des contradictions dans le discours et pas uniquement dans la langue.
Et après, bien sûr, un autre moyen de production de l'ironie, ce sera le figement et le défigement, et plutôt le défigement parce que l'ironie représente un double de ce qui est le réel. Et après, je vais m'arrêter sur l'ironie au niveau discursif. Alors, n'ayez pas peur, en fait, je ne vais pas présenter tout le PowerPoint. En fait, c'est-à-dire les 50 diaporamas. Je vais essayer d'être dans le temps et de dire l'essentiel. Voilà, et alors pour ne pas perdre le temps, alors, je commencerai par une définition qui remonte à la rhétorique vraiment, à la rhétorique pure. Je l'ai extraite du dictionnaire de Furetière. Et alors, l'ironie, c'était une figure de l'oratorie, en fait, de l'orateur, essayer d'insulter, c'est pas nécessairement d'insulter, on va voir, mais de vexer un peu son adversaire, mais ce n'est pas d'une façon brutale en fait, mais d'une façon détournée, en lui disant des mots qui apparemment étaient louables, mais en fait, elle était assez vexante. Alors, comme vous voyez, Furetière dit que les contre-vérités qui sont dites par l'intermédiaire de l'ironie sont les plus fortes ironies. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai trouvé dans Voltaire. Alors, il fait une distinction assez fine entre injure, ironie et gaieté. Parce que si dans la définition de Furetière, on disait l'orateur pour insulter son adversaire, en fait, l'ironie, ce n'est pas nécessairement pour l'insulte, mais pour lui attirer l'attention sur des faits qui ne plaisent pas au locuteur, donc à celui qui parle. Et alors, Voltaire dit que, bon, c'est une chose de s'exprimer brutalement, c'est-à-dire par des injures, et c'est autre chose d'être ironique, donc en essayant justement d'accrocher l'attention de l'autre pour lui dire que les choses ne vont pas très bien. Et bien sûr, après, l'ironie s'accompagne en fait de la gaieté un peu parce que être ironique signifie avoir un certain sens de l'humour. Si on ne l'a pas, on ne peut pas identifier en fait la tonalité ironique parce que comme vous allez voir, l'ironie est un phénomène très complexe. Elle s'accompagne tant du langagier, donc des paroles, que des gestes. C'est la raison pour laquelle je fais toutes sortes de gestes, non mais d'habitude, mais aussi de la tonalité. Voilà. Une autre définition, c'est une définition, c'est plutôt de nature philosophico-littéraire qui remonte à Yankelevitch. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est l'un des ouvrages de référence sur l'ironie. Et alors, il trouve qu'il y a deux grands aspects, en fait, de l'ironie. L'ironie envers les autres et l'auto-ironie. Alors, l'ironie envers les autres représente la souplesse de dire des choses qui marquent une réflexion remontant à notre conscience et qui veut que que l'interlocuteur prenne conscience d'une vérité, en fait, d'une vérité qui peut être parfois douloureuse, mais bien sûr, l'ironie envers l'autre aide à atténuer l'intransigeance, l'intolérance, le fanatisme, l'exclusivisme, en fait, parce que si, par exemple, le discours direct, le discours brutal nous rend un peu intolérants, donc dans le discours ironique, on suggère qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas et que nous voulons corriger à notre interlocuteur, mais on le fait d'une façon indirecte. On veut que notre interlocuteur prenne conscience de ces failles, disons, de ces failles de comportement, de ces failles de langage, tout cela. Et après, nous avons l'auto-ironie parfois parce que c'est bien d'être
de se réfléchir à soi-même et de réfléchir sur ses propres comportements, sur son propre langage, en fait, et sur notre face devant la société. Et Yankelevitch dit que l'ironie, jusqu'à la fin, est une sorte de miroir dans lequel se reflète la conscience. Voilà. Et alors, c'est notre propre conscience, mais aussi c'est la conscience de l'autre auquel nous attirons l'attention. Mais cette ironie, c'est un miroir. Ce n'est pas un miroir déformant dans le sens du mensonge, c'est-à-dire ou des rumeurs qui sont dites par les autres à propos de quelqu'un, mais c'est un miroir qui nous montre notre véritable ego jusqu'à la fin. Et alors ici, pour nous corriger, pour nous auto-corriger, c'est le cas d'être un peu auto-ironique. Là aussi, pour ne pas arriver dans un état, par exemple, de déprime, lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas fait tout ce qui a été bien, on peut déprimer. Mais si on essaie de sortir un peu par l'auto-ironie, alors on peut continuer de cette façon. Alors, une autre définition, cette fois-ci qui est plus spécialisée, disons, et qui remonte à l'aspect logico-sémantico-discursif. Alors, qui n'est pas détaché des autres, en fait, parce que, y compris dans la littérature, l'ironie est représentée ou est manifestée toujours par l'intermédiaire du langage. Ce que le linguiste fait, c'est de voir comment on arrive à produire ce phénomène. Alors, en tant que figure sémanticologique, elle est regardée comme une figure du mot, parce que l'ironie, dans la littérature, dans le discours, agit par l'intermédiaire du mot. Et alors, ce qu'on dit par ces mots, c'est exactement le contraire. Alors, ce qu'on réalise dans le texte littéraire, par exemple, c'est la structure antiphrastique, ce qui est dit en apparence et l'antiphrase de ce qui est pensé en réalité. Alors, l'ironie en général est une figure qui est interpersonnelle, en fait, et interactionnelle. Et alors, dans ce cas, l'ironie doit être considérée comme une figure intentionnelle. Parce que lorsqu'on veut dire notre vérité à quelqu'un d'autre sans le vexer profondément, alors on a une intention en tant que locuteur, bien sûr, mais on le fait d'une certaine manière, d'une certaine un peu polie, parce que l'ironie, jusqu'à la fin, est une forme de politesse sociale. Ce n'est pas parce que c'est une chose de dire brutalement quelque chose, est une chose de dire finement, ironiquement ou plus sévèrement ironiquement, bien sûr, en fait. Mais en tout cas, le locuteur, lorsqu'il fait appel à l'ironie, a une intention de transmettre un certain message. Et alors, ce que le locuteur fait, il cherche à faire comprendre à l'interlocuteur le contraire de ce qu'il dit en apparence, le contraire de ses mots. Et alors, dans l'image que j'ai choisie, en fait, comme vous remarquez, nous avons une annonce, je ne sais pas, une affiche open to public, en fait, ouvert à tout public. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela peut être vrai, par exemple, dénotatif, dans les conditions où nous interprétons ouvert à tout public en tant qu'une annonce, une affiche sur une porte qui se trouve sur un ciel bleu qui représente la liberté, etc. Mais en fait, c'est une annonce qui est contredite par les barbelés qui se trouvent en dessous. Alors, ces barbelés, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'il s'agit d'une institution ou de quelque chose qui ouvre les bras à tous? C'est justement le contraire. Ou ça peut être une autre interprétation, ouvert à tout public, qui ne fait pas les bonnes choses et qui
entrera dans les prisons, en fait, derrière les barbelés, en fait. Donc, ici, au lieu de dire c'est ici que ceux qui ont commis des fautes dans la société vont voilà, il fait cette porte qui n'a plus d'autres voilà. Il y a un petit il y a un petit souci au niveau du son. On va essayer de régler cela. Ça coupe, ok, en fait. Hein. On vous attend par à coup. On ne vous entend plus, Sonia. On va lui accorder quelques secondes, le temps de régler le problème technique. Oui, on est de retour. Voilà, voilà, on vous reçoit. C'est parfait, on vous reçoit. D'accord. Alors, ce que je vois ici, c'est PowerPoint n'est pas visible par les personnes qui ont rejoint la réunion après qu'elle soit pleine. Alors, est-ce que je dois repartager? C'est parfait, on le voit maintenant. Oui, d'accord. Alors, je vais dire ignorer. Ouais. Il y a un petit souci, on ne vous entend plus maintenant. Je vais rentrer. Tu m'entends? Je ne Maintenant, t'entends pas. on entend maintenant. Mais il y a toujours, en fait, on vous attend, on vous entend par à coup en quelque sorte. Hein. Ouais, je ne sais pas ce que je dois faire plus que ça. Tu veux que je Sonia, rentre? c'est bon, c'est parfait maintenant, je vous entends. Tu veux que je rentre? Arrêter et rentrer? Ça va, ça marche maintenant. Hein. D'accord. Bon, alors je vais repartager. Partagez, voilà. Ouais. OK. Ou alors, Sonia, ce que je te propose, peut-être tu peux faire cela. Tu peux te déconnecter après te reconnecter. C'est ce que je disais. Okay. C'est bon, on la reçoit. C'est Oui? bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Bon. Ah, pardon, pardon. Bon, je passe sur les barbelés. Je pense que vous avez entendu l'explication. En fait, en tout cas, c'est une contradiction. Et bien sûr, l'annonce est un peu ironique parce que ceux qui entrent dans les barbelés, ils n'auront plus de liberté, en fait. Bon. Alors, du point de vue rhétorique, bien sûr, l'ironie, comme on voit,
consiste à un remplacement d'une expression qui en général n'est pas qui n'est pas très polie, disons, qui est dévalorisante, mais qui représente la véritable pensée du locuteur. Et après, on la remplace par un mot qui est plus poli, qui est valorisant, et qui peut ressembler à des louanges. Alors, si on regarde cette image, Open for Business, alors bien sûr, on peut voir que justement, il s'agit toujours d'une certaine contradiction et d'une certaine ironie parce que Open for Business, ouvert pour les affaires, devrait avoir une image avec des portes dorées, des portes ouvertes. Voilà. Or, ici, qu'est-ce que nous avons derrière le message? Nous avons un bâtiment qui est délabré, nous avons une porte barrée, une porte fermée, barrée, et bien sûr, derrière cette porte, il n'y a plus rien, il y a le vide. Alors, bien sûr, l'ironie, dans ce cas, joue sur ce décalage entre une expression qui représente la véritable réalité et bien sûr ce qui veut être caché. Là aussi, si dans le langage courant, on prononce une phrase du type « Ah, mais tout va bien dans les affaires. » Oui, oui, tout va bien dans les affaires. Sans doute, avec cette tonalité, l'énoncé veut dire exactement le contraire. Alors, bien sûr, tout va bien va se transformer en tout va mal. Et bien sûr, le contexte qui va entourer notre justement dans ces affaires qui peut être compris d'une façon ironique dans la situation actuelle où les affaires ont eu bien à souffrir. Et alors, dans ce cas, je me rappelle d'une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, Tout va bien, Madame la Marquise, donc de Ray Ventura. Et alors, dans cette chanson, Tout va bien, Madame la Marquise, il s'agit d'un dialogue entre comment va la vie dans le château et le valet dit, disons, tout va bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien. Et bien sûr, cela normalement continue avec oui, à part ça, tout va très bien. Et après, mais pour le reste, mon Jérôme, ça va bien? Oui, oui, madame. Mais sauf que les écuries ont brûlé et c'est comme ça que la jument est morte. Et après, bien sûr, elle annonce, Jérôme annonce le suicide de son mari et ainsi de suite. Donc là aussi, c'est toujours une façon de dire des choses très, très désagréables, mais par l'intermédiaire d'un énoncé ironique et bien sûr en accompagnant une certaine tonalité. Alors, pour continuer, je vous propose un texte qui en fait, peut être lu d'une façon dénotative dans la situation actuelle de la pandémie, mais d'une façon connotative dans la situation générale. Le slogan, c'est « Sauvons les patrons ». Et alors, je vais vous lire le texte très vite. Les patrons méritent de hauts revenus. Les patrons sont humains, du moins au sens où ils appartiennent à l'espèce humaine. Certains en doutent.
Pourtant, les analyses génétiques sont formelles. De plus, des cas ont été avérés d'apparition spontanée d'un patron au sein d'une famille normale et réciproquement d'un géniteur patron donnant naissance à un non-patron. Peut-être que le patronat est une tare génétique issue d'un gène récessif. Quoi qu'il en soit, les patrons sont humains et donc ont notamment des sentiments humains. Alors moi, j'ai marqué cela comme la prémisse, la première prémisse, parce que l'ironie se base sur une sorte de raisonnement où on veut montrer que les patrons sont humains puisqu'ils appartiennent à l'espèce humaine. La prémisse 2. Imaginez alors la difficulté et plus que cela, la souffrance d'exploiter les autres quand on a des sentiments humains. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En général, en disant patron, on implique que le patron est celui qui n'est pas toujours délicat pour employer des mots euphémistiques avec leurs employés. Ils ne leur accordent pas de bons salaires, ils les exploitent, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, la connotation du patron, c'est quelqu'un de dur, quelqu'un qui est peut-être indifférent à la condition de l'autre, de ses employés, et ainsi de suite. Tandis que, avec la prémisse 2, on dit ironiquement, imaginez la difficulté s'ils ont des sentiments humains. Et alors, bien sûr, l'ironie des ironies, c'est voler les autres, alors que ce n'est pas une nécessité, est une fonction très lourde et pénible à assumer. Parce qu'en général, bien sûr, les patrons essaient d'obtenir toutes sortes de bénéfices bien sûr, en exploitant les autres. Et la conclusion, normalement toujours ironique, il faut donc une incitation financière suffisante, sans quoi personne ne voudrait... Voilà. Attends. Il y a quelque chose qui est écrit en fait ici dans mon... Voilà. Sans quoi personne ne voudrait travailler et bien sûr, voilà pourquoi les patrons méritent de hauts revenus. Payons-les grassement si nous voulons les garder. Et alors, bien sûr, normalement, le slogan volons, sauvons les patrons, voilà, et bien sûr un slogan qui est utilisé d'une façon ironique. Sauf si le contexte ne change. Par exemple, en faisant exception du texte que nous avons, en fait, et en gardant uniquement le slogan, actuellement, dans la pandémie, sauvons les patrons peut être lu d'une façon dénotative parce qu'on sait très bien que les patrons des restaurants, des hôtels, en fait, toutes sortes d'autres affaires ont eu à souffrir dans la période actuelle. Mais dans le contexte que nous avons, on voit très bien que ici, nous avons une suite d'ironies adressées aux patrons qui d'habitude sont inhumains, c'est-à-dire ils n'ont pas de sentiments très, très attachants à leurs employés. Et bien sûr, ce que l'auteur en fait veut dire par ce slogan. Alors, une autre définition, disons, l'ironie en tant que figure rhétorique discursive. Et alors, comme vous avez déjà dit, l'ironie est basée et sur le linguistique et sur l'extralinguistique. Pour comprendre l'ironie, il faut, comme locuteur et interlocuteur, posséder ce savoir, ce savoir interprétatif. Donc, il faut être capable de comprendre une tonalité ironique, parce que si on ne la comprend pas, alors bien sûr, soit on comprend le sens dénotativement, c'est-à-dire littérairement, et alors bien sûr, on peut arriver à des choses incompréhensibles, soit bien sûr, on le lit connotativement et on comprend l'ironie, on essaie de se corriger. J'ai choisi un fragment d'Astérix
et la Traviata, un dialogue entre la mère d'Astérix et Panoramix. Et bien sûr, c'est une ironie qui joue sur le mot cochonnerie. Cochonnerie, bien sûr, qui d'habitude représente quelque chose de désagréable, dégueulasse, en fait, qui n'est pas bon à manger, à boire, etc. Et alors, c'est le sens qui est donné par la mère d'Astérix à propos de la boisson que les personnages de la série Astérix et Obélix boivent, voilà, pour prendre, pour avoir des forces surhumaines. Et alors, la réponse de Panoramix, c'est « Mais madame, sans cette cochonnerie, les aventures de votre Rélix ne seraient ce qu'elles sont. Alors, je vous en prie. » Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? À l'oral, si on la transpose, le mot cochonnerie dans l'expression de Panoramix doit être prononcé avec une certaine tonalité. Donc, et cette tonalité suggère que le personnage veut dire exactement le contraire du mot. C'est-à-dire, cette cochonnerie, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est-à-dire quelque chose qui est imbuvable, qui est dégueulasse, qui est à jeter, etc. Mais c'est le contraire, en fait, c'est la potion magique, en fait, parce que la cochonnerie, c'est la potion magique, qui donne des forces surhumaines au personnage. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Comment est déclenchée l'ironie? Donc, tout d'abord, par un mot qui est détourné du sens, et ce détournement du sens est suggéré par la présence des guillemets, voilà, dans le moyen, donc du point de vue typographique. À l'oral, il y a aussi la voix qui s'ajoute, en fait, et qui suggère le fait que ce n'est pas une lecture dénotative qu'il faut attacher. Alors, donc, quelles sont les insuffisances de cette définition? Du point de vue sémantique, alors, on ne prend pas toujours, si on n'a pas un contexte élargi, on ne peut pas se rendre compte du contexte dans lequel est prononcé en énoncé. Par exemple, dans un énoncé du type « mais c'est parfait » peut avoir soit une lecture dénotative, donc c'est-à-dire toutes les choses vont bien, soit une lecture connotative. Donc, dans la lecture dénotative, alors c'est une lecture appréciative, le mot parfait représente ce qu'il est, mais dans la lecture connotative, il faut nécessairement ajouter quelque chose. Si on n'a pas un contexte élargi, il faut ajouter uniquement quelques points d'exclamation ou peut-être d'interrogation ou des points de suspension à l'écrit ou bien sûr la tonalité. Dire par exemple, c'est parfait, tout est parfait. Alors bien sûr, ce que j'ai voulu dire en fait, c'est exactement le contraire. Rien ne va ou tout va mal. Alors, dans les études du Marseille, chez Cantillien, l'ironie apparaît comme une figure de pensée, une manière de penser en fait, qui s'associe normalement au mot. Alors, dans ces études, l'ironie est utilisée pour se moquer de quelqu'un, pour être sarcastique, pour railler quelqu'un. Et dans l'énoncé que je vous ai sélectionné, heureusement que tu es venu à temps. On aurait pu rater le train sinon. Alors, qu'est-ce que nous avons? En fait, verbalisé, oralisé, on peut déduire cette intonation qui n'est pas l'intonation assertive normale. En fait, c'est un accent sur sinon, voilà, et c'est un accent qui est un peu, qui représente la révolte, voilà, et qui veut marquer que, en fait, ce qui se passe dans cet énoncé, c'est justement le contraire. La situation réelle, c'est que le personnage n'est pas venu à temps, en fait, et alors, normalement, on a raté le train.
Alors, le mécanisme sur lequel s'appuie cette analyse, c'est justement un jeu de l'antonymie. L'antonymie va être visible au-delà de la phrase, mais déclenchée par l'intermédiaire de ce sinon à l'écrit, voilà, de ce conditionnel passé, toujours à l'écrit, parce que le conditionnel passé représente une vérité contrefactuelle, et bien sûr, cette vérité contrefactuelle va être rendue par un jeu de l'antonymie qu'on va voir. Il s'agit bien sûr entre heureusement et malheureusement. Donc, lorsque le personnage dit heureusement, il veut dire en fait malheureusement, c'est-à-dire malheureusement, tu as été en retard et on a raté le train. Donc, comme vous remarquez, cette ironie est déclencheuse d'antonymie, tant d'antonymie linguistique que de l'antonymie créée discursivement. Voilà. L'ironie est vue le plus souvent comme un trope, donc c'est-à-dire figure de style. Et alors, dans la littérature, par exemple, c'est justement cette identité de l'ironie qui est exploitée. Alors, dans l'énoncé que je vous ai choisi, l'ironie joue sur la contradiction de ce qui est et ce qui veut dire le mot entretien. Donc, de ce qui est l'entretien dans ce dialogue, dans cet énoncé, et de ce qui doit être entretien, le mot entretien, ce qu'on comprend par le mot entretien, en réalité, du point de vue dénotatif. On sait très bien que l'entretien représente la communication entre deux ou plusieurs personnes. Donc, communication signifie parler avec quelqu'un. Or, ce que nous avons dans la première partie, c'est lui ne me disait mot. Je ne répondais rien. Donc, déjà, nous avons un paradoxe parce que si quelqu'un ne dit mot, je n'ai rien à répondre. Voilà. Et alors, lui ne me disait mot, je ne répondais rien, contredit le sens du mot entretien qui signifie la communication. Où se trouve l'ironie dans ce cas? L'ironie est déclenchée par l'adjectif superbe. C'est ainsi que finit ce superbe entretien. Or, à l'écrit, nous avons la possibilité de jouer avec les formes de caractères en gras, en italique, manière de souligner, toutes sortes de choses. Dans le texte original, superbe était en italique. Déjà, les italiques mettent en mention le fait que le mot superbe n'est pas utilisé dans son sens dénotatif, c'est-à-dire de sens admiratif, sens agréable, mais vraiment ce qu'on veut dire par ce mot, c'est le négatif, c'est désagréable, c'est le mécontentement, c'est le catastrophique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, en revenant sur l'entretien, donc, c'est ainsi que finit cet entretien qui n'a pas été un véritable entretien. Or, vous voyez, donc l'auteur n'a pas voulu que c'était dire que c'était un entretien raté où personne ne disait mot, mais il a voulu souligner et suggérer cet échec de l'entretien. Et il l'a souligné par l'intermédiaire de l'ironie. Voilà. Alors, bien sûr, là, vous vous rappelez Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du monde. Alors là aussi, l'image est en soi ironique parce que ce que nous voyons ici, c'est une femme délabrée qui est assez laide, en fait, qui fume, et elle commande au miroir de ne rien dire, en fait, parce que la vérité donnée par le miroir, elle ne veut pas la connaître. Alors, quelles sont les conditions d'interprétation de l'ironie? Donc, il faut avoir une construction antiphrastique
qui dit exactement le contraire. Il faut que les personnes de l'interlocution partagent un savoir encyclopédique et donc linguistique, encyclopédique et supralinguistique, c'est-à-dire tonalité, etc., qui puissent être mises en commun pour pouvoir interpréter l'ironie. Il faut savoir la signification des indices extralinguistiques, la ponctuation, la tonalité lorsqu'ils apparaissent dans un discours. Et normalement, voilà, il faut faire attention et connaître la signification de la gestuelle. Parce que moi, par exemple, si je vous dis maintenant, oui, tout va bien, tout va bien. Donc, en faisant ce geste, donc, qui va sur le bas, donc vers le négatif, donc je veux dire exactement le contraire, rien ne va, en fait. Donc, alors, la condition ou les conditions d'avoir et d'interpréter l'ironie, c'est justement cela, la connaissance de tous ces éléments verbaux et extraverbaux. Alors, en tant que mécanisme logico-argumentatif, donc vous avez vu très bien que le principal mécanisme, c'est l'antiphrase, le paradoxe, et qui s'appuie sur l'ironie, sur la contradiction. Pardon. Alors, j'ai choisi un fragment d'Astérix, normalement, entre César et Cléopâtre. Et alors, lorsque Cléopâtre dénigre un peu César, mais en laissant l'impression qu'elle le loue, César, mais si l'on apprend que des esclaves ont volé ma propre galère, je serai la risée de tout le monde antique. Cléopâtre, ah mais c'est déjà le cas. Ô merveille des merveilles et grandissime César. En fait, mais y compris cette ô merveille des merveilles, à coup sûr que Cléopâtre l'avait dit avec une certaine tonalité qui à l'écrit est marquée par ce point d'exclamation et qui attire l'attention de celui qui interprète que ce que Cléopâtre veut dire, c'est exactement le contraire. Et c'est exactement le contraire est à lire à partir de la situation de communication, c'est-à-dire la galère de César a été volée et c'était impossible. En fait, lui, c'était César, c'était le maître du monde. Et alors, personne n'osait faire une action pareille, mais la situation s'est produite et alors, bien sûr, on voit que la force de César n'est pas ce qu'elle devait être. Voilà. Alors, bien sûr, comme on a dit, on joue sur cette contradiction entre le posé, l'explicite et l'implicite. Donc, Cléopâtre semble louer César, mais en fait, elle le blâme, elle se moque de lui. C'est une ironie de moquerie dans ce cas. Voilà. Alors, on peut avoir également des inversions sémantiques. Et bien sûr, ici, c'est toujours une lecture qui doit être mise en rapport avec la tonalité et avec les suggestions du texte, suggestions extralinguistiques, c'est-à-dire la ponctuation. Et alors, en général, dans une ironie, il y a une contradiction entre ce qui est dit, ce qui est explicite, et bien sûr ce qui est non dit ou l'implicite ou présupposé. Le mécanisme, c'est que le locuteur dit quelque chose, il pense quelque chose d'autre, mais veut entendre ce quelque chose qui représente en fait la vérité de sa pensée. Et alors, j'ai vu hier, je l'ai vu hier avec son fiancé, un peu Quasimodo vu de loin. Ah oui, le tien serait un peu Adonis.
Mais on voit déjà, nous avons une antonymie, disons, discursive entre Quasimodo qui représente une personne laide et Adonis qui représente une personne, une très belle personne. Or, le locuteur B qui dit ah oui, en fait, veut dire que le bien-aimé, le fiancé de son interlocuteur a la même beauté. Donc, il faut penser autrement. Et alors, au lieu de dire il est aussi laid que le tien, en fait, elle dit d'une façon détournée par l'intermédiaire d'un mot qui peut signifier une appréciation en louange. Une louange. Voilà. Et il faut faire la différence entre l'ironie et le mensonge. Alors, dans les deux images, dans la première, c'est l'ironie, dans le deuxième, c'est le mensonge. Alors, du point de vue des mécanismes, dans l'ironie, le locuteur, comme je vous ai déjà dit, le locuteur dit quelque chose, pense la chose contraire, il veut faire entendre cette chose contraire à son interlocuteur, tandis que dans le mensonge, en fait, le locuteur dit quelque chose, il pense le contraire et il affirme le contraire d'une façon consciente. Bon, pour l'ironie, vous avez déjà eu assez d'exemples. Pour le mensonge, pouvez-vous me mettre les restes dans un sac? C'est pour le perroquet et son enfant. Ah, mais trop bien, papa. Trop bien. Papa va nous acheter un perroquet. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Que papa, donc le personnage qui s'appelle papa, a dit un mensonge d'une façon consciente parce qu'il a voulu en fait cacher que les restes de leur repas, c'était pour lui et non pas pour un perroquet qui n'existait pas. Donc, il a dit quelque chose, donc qu'il veut avoir des restes. Il a pensé l'envers des restes pour lui. Il a pensé l'inverse, donc les restes n'étaient pas pour lui. Voilà. Et bien sûr, il affirme cette chose. Bon, je vais sortir un peu. Alors, nous avons également un mécanisme d'inversion sémantique. En fait, c'est toujours illustré sur un fragment d'Obélix. Ici, nous avons plutôt l'intention de ridiculiser un personnage, de le critiquer, de railler des comportements, de faire semblant d'apprécier quelqu'un, etc. Et alors, si vous avez lu, par exemple, La Rose et la Glaive, alors Maestria, bon, qui était la Parisienne, libertine, etc., vient dans le village d'Astérix, lui qui se croyait le guerrier des guerriers, en fait, le plus fort. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'image? En fait, Maestria soulève Astérix et le rend ridicule en lui montrant que devant les femmes, pardon, il n'est pas toujours si fort qu'il se croyait. Donc, l'image veut ridiculiser le comportement guerrier parce que Astérix n'aimait pas le comportement des femmes, etc. Et le personnage féminin veut le ridiculiser. Ce n'est pas le cas toujours, en fait, c'est l'inverse plutôt. Alors, l'ironie est un phénomène très dynamique, il apparaît un peu partout. Et alors, il suffit de regarder le titre de Valérie Trierweiler, Merci pour le moment. C'est un titre qui est très ironique parce que si vous savez très bien, donc Valérie Trierweiler a été la partenaire, voilà, de François Hollande, et ils sont séparés à cause de la trahison de François Hollande. Et bien sûr, tout a éclaté dans la presse. Et après, bien sûr, elle a écrit un livre dans lequel elle dénigre François Hollande. Et bien sûr, le titre peut être lu de deux façons. Soit merci pour ce moment d'une façon ironique, c'est-à-dire puisque tu m'as gâché la vie en me trompant avec
Madame Gaillet, soit merci pour ce moment, c'est-à-dire dénotativement, puisque j'ai eu la possibilité de dire toute la vérité, en fait. Donc, vous voyez, en fonction de la focalisation de l'intention, et on peut lire un discours ironique d'une façon, d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vais. Oui. Alors, l'un des phénomènes qui est assez souvent identifiable dans l'ironie, c'est le défigement, en fait. Et le défigement, bien sûr, représente une déformation tant de la réalité du langage que de la réalité, disons, pragmatique. Et alors, beaucoup de figures de l'ironie sont centrées sur ce phénomène de défigement. Or, le défigement que l'ironie sont porteurs de mémoire. Alors, on peut avoir dans la production de l'ironie l'activation soit de la mémoire phonétique, et alors on aura une ironie qui sera déclenchée par des homophonies, par exemple, comme on va voir tout de suite, soit par le détournement de sens, et nous avons dans ce cas une mémoire sémantique qui aide à l'ironie, soit des éléments pragmatiques, encyclopédiques, qui nous aident à interpréter un discours comme ironique. Alors, donc, moi, j'ai trouvé qu'il y a 5 mémoires: mémoire phonologique, encyclopédique, phrastique, sémantique et discursive. Alors, lorsque l'ironie est actualisée par la mémoire phonologique, donc que j'ai définie comme l'ensemble des savoirs phonétiques qu'on met, donc prosodie, intonation, rythme, qu'on met en action pour pouvoir donner une interprétation en discours, alors dans ce cas, on peut retrouver ce genre d'énoncé ironique dans les jeux de langue, dans les calembours, dans les virelangues. Et en général, tous ces jeux de langue et virelangues sont centrés sur certaines déformations phonétiques, sur certaines homophonies parfaites ou imparfaites, ou sur des déformations morphologiques ou morphosyntaxiques. Dans les exemples que j'ai choisis, c'est Krasaki. En fait, ici, le personnage qui a dit, donc ce sont des extraits du Canard enchaîné. Alors, il imitait les défauts de langage il raillait, se moquait des défauts de langage du personnage dont on parlait dans l'article. Et alors, au lieu de dire grâce à qui, c'est-à-dire un phénomène bénéfique, c'est grâce à qui, c'est un phénomène négatif. Et alors, l'énoncé a été détourné vers une interprétation négative cette fois-ci. La même chose, vomi soit qui mal y pense. Donc là, c'est un titre d'une rubrique du Canard enchaîné. Et alors, cela est construit sur une mémoire phonétique et phonologique, on y soit qui mal y pense, également sur une matrice syntaxique, en fait. Et alors, bien sûr, étant donné qu'on a remplacé oni par vomi, donc oni qui est laudatif, vomi qui est négatif, on voit que l'ironie peut transparaître à partir de cela. Alors, on peut avoir une mémoire phrastique cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cette mémoire phrastique? On se rappelle, pour pouvoir interpréter le texte dans son véritable sens, il faut se rappeler quelques structures morphosyntaxiques sur lesquelles a été construit le texte actuel. Par exemple, on présente la vie d'une femme. Tu sais que la vie d'une femme est un vrai conte de fées. Fais le ménage, fais la vaisselle, fais à manger, fais les courses, fais les belles, fais les comptes, fais pas gueule et surtout, fais pas chier, fais circuler. Donc, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ici, nous avons un double mécanisme. Et le mémoire phonétique fait du verbe faire, donc à l'impératif,
en fait, qui est représenté par le nom fait, qui a été remplacé par le nom fait, mais aussi quelques syntagmes, c'est-à-dire structures morphosyntaxiques, des savoirs grammaticaux, où le verbe faire s'attache à une structure nominale pour donner un ordre. Et bien sûr, ce que nous avons dans ce cas, c'est justement le contraire de ce que veut dire la vie est un vrai conte de fées. Un vrai conte de fées, c'est n'avoir pas de soucis, ne rien faire, ne faire que des choses qui sont agréables, qui ne supposent pas en fait une implication physique, je ne sais pas. Tandis que dans ce qui est dans l'énumération, c'est justement le contraire. Et or, ce contraire, c'est réalisé tant d'une façon phonétique que d'une façon morphosyntaxique. Alors, mais comme on voit, nous avons quelques mémoires qui sont activées parce que si on ne sait pas que fait renvoie au verbe faire, si on ne connaît pas le français par exemple, alors on ne peut pas l'interpréter comme ironique. Voilà. On peut interpréter même comme une sorte de faute, parce que deux noms associés, l'un à côté de l'autre, ne donnent rien. Or, ici, bien sûr, fait donc, tient la place d'un verbe qui donne une structure complète de l'énoncé. Voilà. Par contre, nous avons également la vie de l'homme, en fait, qui est toujours aussi heureuse que la femme. Il y a maintenant la vie de rat pour les hommes, en fait. Ramasse tes chaussettes, rabat le siège, ramène dessous ramène des sous à la maison. Rappelle ta mère, ratisse le jardin, n'en rajoute pas, ravive la flamme et surtout, raconte pas de conneries. Voilà, qu'est-ce que nous avons ici? L'ironie, en fait, joue sur l'attitude de la femme par rapport à l'homme. Bon, je ne pense pas que c'est dans toutes les sociétés, mais en tout cas dans les sociétés occidentales, à coup sûr, en fait, la femme essaie de s'imposer. Et alors, bien sûr, la vie de l'homme n'est plus la vie normale d'un homme qui vient à la maison, qui est accueilli par sa femme avec bonheur, etc. Mais c'est la vie de quelqu'un qui se trouve au seuil de l'esclavage, si on peut dire. Donc, alors, on peut avoir également une ironie par l'actualisation de la mémoire sémantico-lexicale. Par exemple, vous savez qu'il y a eu le scandale Volkswagen qui s'est déclenché aux États-Unis. Et le Canard enchaîné disait Volkswagen a réinventé le moteur diesel. Bon, on sait très bien que la firme Volkswagen, en fait, hérite du diesel, en fait, et c'était le moteur diesel qui a été hérité par la firme Volkswagen. Or, avec le scandale des mensonges sur le degré de pollution des voitures Volkswagen aux États-Unis, Volkswagen s'est avéré une entreprise menteuse. Et alors, le Canard enchaîné joue sur cette homophonie entre le menteur et le moteur. Voilà. D'un côté, et après nous avons une activation de la mémoire lexicale, parce qu'on sait très bien qu'il y a un terme qui s'appelle moteur diesel, en fait, et après on voit bien que nous avons une déformation phonétique sur une structure syntaxique d'un mot qui fait partie de cette structure. Et alors, bien sûr, au lieu de dire que Volkswagen a menti à ses clients, donc on a suggéré par l'intermédiaire d'un mot glissé dans une structure terminologique, en fait. Au lieu de dire moteur diesel, on a dit menteur diesel. Je vais passer sur cela et voilà.
Alors, il y a une mémoire encyclopédique, en fait, en général, lorsque nous avons des éléments d'interprétation qui sont dus à nos connaissances encyclopédiques, universelles, culturelles, civilisationnelles. C'est ça ce que j'appelle mémoire encyclopédique. En fait, toutes les connaissances culturelles et civilisationnelles que nous possédons et que nous mettons au profit, au bénéfice de l'interprétation d'un texte ou de la compréhension de langage. Et alors, nous avons toujours du canard enchaîné, bien sûr. Bush bénit ses troupes au nom du Père, du Fils et des simples d'esprit. Alors, bon, ici, nous avons une opposition entre le mémoire immédiat qui est dans les prières, les formes rituelles dans le christianisme, en fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, bien sûr, nous avons le geste rituel qui, lui aussi, est dédogmatisé par un personnage qui n'est pas autorisé à avoir ce genre d'attitude, c'est-à-dire de bénir quelqu'un. Attitudes qui sont autorisées pour un prêtre, pour un imam, en fait, selon les églises. Et bien sûr, ce que nous avons ici pour pouvoir comprendre l'ironie qui se trouve dans le texte du canard, c'est une réactivation de toutes nos connaissances culturelles, donc c'est-à-dire les connaissances dogmatiques, et après la déformation des structures syntaxiques. Et je vais vous montrer les quelques structures déformées qui aident à la réalisation de cette ironie. Alors, dans la structure déformée est Bush bénit ses troupes, la structure mémorisée est Jésus bénit ses troupes. Le mécanisme, c'est la déformation de troupes et troupeaux. Voilà, parce que Jésus bénit son troupeau. Au nom du Père, du Fils et des simples, au nom de mon Père, du Fils et des simples d'esprit. Donc, la structure mémorisée et que nous activons, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons quelques substitutions ou quelques interventions dans une structure qui est quasiment figée, des éléments qui n'appartiennent pas à la structure mémorisée, c'est-à-dire à la structure d'origine. Alors, au lieu d'avoir uniquement l'article défini du Père, dont le canard enchaîné ajoute un possessif, donc de mon Père. Après, on a une transformation du singulier vers le pluriel, simple pour le singulier saint. Et normalement, nous avons cette commutation, ce remplacement de saint qui est quelque chose qui est indiscutable, qui est quelqu'un en fait d'incontestable et qui détient la vérité absolue en fait par rapport aux simples en fait qui sont considérés n'ayant pas trop d'esprit, trop de pensée, etc. Voilà. Alors, l'ironie dans ce cas consiste dans cet ensemble de déformations qui s'ajoutent et qui veut montrer que le canard enchaîné a voulu moquer l'attitude de Bush lorsqu'il est parti et a dit qu'il est à côté de ses troupes, etc. Bon, c'est très facile de dire c'est bien que vous êtes ici pour mourir, moi je vous bénis, en fait. Bon. Alors, et j'arrive presque à la fin. Ironie par actualisation de la mémoire encyclopédique, mais cette fois-ci, donc ce sera un commentaire sur une image. En fait, j'ai extrait quelque chose dans le journal pamphlétaire, toujours dans notre de Roumanie, qui s'appelle Catavenci. Et ce que vous voyez ici,
Donc, c'est une déformation en fait ironique normalement d'un tableau, le sultan et la Scheherazade de l'école autrichienne en fait. Et Schmekerezada, le l'affiche qui tient la une du journal Cazzavenci, en fait, était accompagnée par un énoncé qui apparaît dans la bulle mais qui ne se voit pas et que je vais vous le dire. Un narrateur inégalable du ministère de la Justice du ministre de la Justice apaise les 1001 nuits du sultan en attente de l'installation du nouveau procureur-chef. Voilà. Schmekerezada, que j'ai traduit charlatanzade en fait pour essayer de trouver une certaine analogie, disons, avec Scheherazade, parce que pour la traduction, c'est plutôt Schmecker en roumain signifie quelqu'un qui fait des actions qui sont un peu louches. Alors, ce que vous voyez dans l'affiche de Cazzavenci, en fait, dans l'affiche du journal, c'est à gauche, c'est notre ancien ministre de la Justice, et à droite, qui représente le sultan, c'est ton ancien chef du parti, le Parti socialiste, qui maintenant est en prison. Voilà. Bon, c'est du politique, mais bon, je n'entre pas dans la politique. Bon, ce que je veux montrer ici, c'est l'ironie, en fait, et les déformations qui peuvent s'associer à cette image. Alors, on a d'un côté une déformation lexicale entre Scheherazade et Schmekerezade, donc c'est une déformation homophonique, disons. Et alors, c'est une homophonie imparfaite pour le roumain. Cette structure est partiellement justifiée sémantiquement et encyclopédiquement. Parce que, si vous vous rappelez, Scheherazade a fait appel à quelques, disons, astuces pour essayer de remettre à plus tard ou d'annuler le désir du sultan de la tuer, en fait, à la fin de ces 1001 nuits, à la fin de ces histoires qu'elle racontait pendant la nuit. Et alors, elle a inventé toutes sortes d'histoires pour pouvoir remettre un peu plus tard le moment final. C'était comme ça, en fait, que le ministre de la Justice, en fait, disait des choses et des vertes et des pas mûres à ce chef de parti pour essayer de remettre un peu plus tard la loi de la justice, en fait. C'était ça le contexte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme élément qui assure l'ironie? D'un côté, nous avons le langage et d'autre côté, nous avons les déformations visuelles. Alors, ce que nous avons en tant que visuel, nous avons un réseau d'inférences qui est déclenché. Elles sont explicitées en général discursivement. Et alors, on a, de même que pour le langage, on a une allusion picturale cette fois-ci. Cette allusion est faite sur, comme je vous ai déjà dit, sur la toile de l'école autrichienne Scheherazade et le sultan. Et alors, on a changé uniquement les têtes, on a remplacé, donc c'est toujours un remplacement, mais on a gardé l'image. Il s'agit en fait d'une structure de trompe-l'œil, si vous voulez, dans l'image, une sorte d'illusion optique. Voilà, parce que les déformations ou les changements ne sont pas très grands. Si vous voyez les mouvements des visages sont conservés, l'orientation des visages de Scheherazade et du sultan sont conservés, donc pour les têtes lorsqu'ils sont remplacés en fait. Et alors, on a l'impression que nous avons le même
tableau, mais si on ne connaît pas le tableau de l'école autrichienne et si on ne connaît pas les figures des politiciens, de ces deux politiciens roumains, on ne peut pas se rendre compte qu'il s'agit en fait d'une déformation et d'une ironie. Voilà. Et je finis avec cela. Donc, c'est toujours, il s'agit du même personnage, Liviu Dragnea, il s'appelle, l'ancien chef de parti, qui maintenant est en prison, comme je vous ai dit, parce que nous avons un autre parti au pouvoir. Et le même journal pamphlétaire a intitulé Il capo di tutti decapitati. Donc, c'est-à-dire le chef, le cap, la tête de tous les chefs décapités, de tous les ETT. Donc, c'est-à-dire parce que à gauche, bon, non, à droite, c'est un ancien ministre, ancien premier ministre, et à gauche, c'est un ancien chef de parti. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, nous avons un personnage qui aurait dû être dans toute sa splendeur, avec toute sa grandeur, mais on voit que on a détruit cette image de grandeur, de possession totale par le fait que tout est éphémère, donc tout peut disparaître. Alors, dans le texte, nous avons toujours ironie, toujours par défigement et réfigement. Il capo di tutti capi, donc c'était ça la structure mémorielle, mais on a déformé le mot les capi par decapitati, donc des mots qui existent dans toutes les langues romanes, en fait, y compris dans le français, le roumain, l'espagnol et l'italien. Et bien sûr, on comprend très bien qu'il s'agit en fait d'une moquerie à propos de quelqu'un qui se croyait fort, qui se croyait pouvoir décider des destins du pays, de tout le monde, mais jusqu'à la fin, donc, il se trouve dans une situation anormale. Et alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Je vais m'arrêter sur Scheherazade. On peut voir que dans l'ironie, on a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Donc, d'un côté, la compréhension du langage, de l'autre côté, la mise en action du langage verbalisé, de l'extra-linguistique, mais également de l'encyclopédique. Et alors, il y a une nécessité impérieuse, disons, que le locuteur et l'interlocuteur partagent le même bagage linguistique, extra-linguistique et de connaissances culturelles, de connaissances partagées, pour pouvoir interpréter la vraie intention du locuteur lorsqu'il fait une ironie. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous n'avez pas été très ennuyés. Voilà, merci. Merci infiniment, cher professeur, pour cette intervention riche et enrichissante. Merci encore une fois d'avoir fait en fait en sorte qu'on soit là ensemble ce dimanche pour ce partage exceptionnel. Merci aussi parce qu'on nous sent vraiment sensibles à votre démarche. Malgré vraiment l'épreuve difficile que vous avez traversée, que vous traversez tous les jours, vous avez fait en sorte que vous soyez là, que en fait ce webinaire vraiment ait lieu. Donc, cher professeur, comme à l'accoutumée, on va essayer d'ouvrir un petit peu une petite fenêtre pour les quelques questions. Donc, les personnes qui veulent poser des questions, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite main jaune pour prendre la parole. Donc, je vais essayer en quelque sorte de prendre quelques noms. Oui. Salha. C'est à vous la parole, Salha. Vous pouvez poser votre question. Oui, oui, donc, bonjour. Bonjour. On va prendre une question. Puis Oui. Bonjour, mes chers professeurs. Bonjour, Madame Sonia.
Est-ce que Merci. vous m'entendez? Oui. Oui. Vous avez parlé, Madame, de l'image au début dans le titre, mais d'une manière métaphorique. Si on part de l'image, par exemple, on renverse le titre, on part de l'image comme un moyen d'expression visuelle, on pose la question suivante. L'image a-t-elle besoin d'un discours ou bien d'une phrase ou d'un mot, même un mot, avec comme moyen d'expression, comme j'ai dit, sculpture, photographie, pour exprimer l'ironie, ou est-elle indépendante d'elle-même? Et merci. Est-ce que vous avez bien entendu ma question, madame? Oui, merci. Merci, j'ai entendu votre question. Et alors, bon. Attendez, Sonia, on va d'abord prendre les questions et puis D'accord. je laisserai la parole. D'accord? La parole maintenant à Nordine. Nordine. Attends. Monsieur Nordine, vous activez votre micro. Vous activez votre micro. Activez le micro, s'il vous plaît. Je suis Nordine Larabi, doctorant à la faculté des lettres. Merci, M. Ossikoum. Merci, M. Oulali, pour donc cette, cette rencontre enrichissante. Merci, Madame Sonia, pour cette communication édifiante. Ma question est la suivante. Philippe Hamon a proposé de définir le discours ironique, à contrario du discours sérieux, dans son livre intitulé L'ironie littéraire, essai sur les formes de l'écriture oblique. Alors, selon Hamon, le discours sérieux possède 3 caractéristiques. Je les passe en revue rapidement. La première caractéristique, c'est la pertinence. En revanche, le discours ironique se caractérise selon lui par l'impertinence. Deuxième caractéristique, le discours sérieux n'est pas en accord ou bien ne tolère pas la polysémie, tandis que le discours ironique est un discours dialogique, un discours ouvert. Troisième et dernière caractéristique, l'émetteur du discours sérieux assume la responsabilité de son discours, tandis que l'émetteur du discours ironique est un émetteur qui fait tout pour brouiller volontairement et volontiers l'identité et l'origine de sa parole. J'ai cité Philippe Hamon. Ma question est la suivante. Que pensez-vous, Madame Sonia, en tant que linguiste, de cette définition littéraire? Merci. Merci, merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous laisse la parole maintenant, Sonia, pour répondre aux questions. Voilà. Alors, bon, je cherchais un stylo, mais c'est bien. Alors, je vais prendre la première question. Si l'image a besoin d'un texte pour être ironique. Oh, oui et non. Voilà, ça dépend de l'intentionnalité ou de celui qui prend la photo, bien sûr. Et alors, il peut surprendre quelque chose qui peut amuser. Et alors, c'est à l'interlocuteur ou celui qui voit l'image de l'interpréter d'une façon ou d'une autre, donc d'une façon dénotative, disons, comme une image telle qu'elle ou comme une image qui est un peu ironique, qui se manque de quelque chose. Par exemple, lorsque vous avez vu dans Open Business, disons, alors s'il n'y avait pas le texte Open to Business, j'aurais pu interpréter l'image comme quelque chose de tragique, en fait, comme quelque chose qui est délabré, voilà, mais je n'aurais pu penser au fait qu'il s'agit d'un business. Mais si, par exemple, on prend une photo d'un aéroport vide, voilà. Alors, un aéroport vide, c'est un peu contre nature, si on peut dire, parce qu'on sait très bien que dans les aéroports, il y a beaucoup de monde qu'on circule. Or, pendant la pandémie, il y a eu l'ironie du sort, si on peut dire. Donc, presque tous les aéroports ont été vidés. Et on peut continuer de cette façon. Donc, si j'ai uniquement cette image, j'aurais pu l'interpréter comme l'ironie du sort, c'est-à-dire le fonctionnement de cet établissement contredit
à le fonctionnement actuel de cet établissement contredit le fonctionnement réel en fait de l'établissement. Sinon, en général, un texte peut aider à orienter l'interprétation. Et bien sûr, un texte, un geste, un point d'exclamation, par exemple, donc là peut représenter des déclencheurs d'interprétation ironique. Donc, ça dépend de ce que celui qui fait l'image, qui prend l'image veut représenter, mais également de la capacité du lecteur de l'interpréter dans un sens et dans un autre. Voilà, par exemple, dans les images que nous voyons ici, donc il y a le miroir, en fait, d'une lisière d'arbres. Et comme vous voyez, moi, je peux interpréter, par exemple, cette image d'une façon un peu, je ne sais pas, ironique, en disant que les arbres poussent la tête en bas et non pas la tête en haut comme d'habitude. Mais en fait, l'image dénotative représente le reflet de la lisière dans le miroir de l'eau. Alors, c'est ça à propos de l'image. Il faut chercher beaucoup, parce qu'en me préparant pour cette présentation, j'ai essayé de chercher des images purement et simplement des images qui ressemblent à l'ironie, et c'est assez difficile de trouver une image pure sans texte qui puisse être interprétée comme ironique. Sinon, bien sûr, le texte peut aider et bien sûr va orienter notre interprétation. Bon. Et pour la deuxième question, c'était... Est-ce que vous pouvez répéter, Nordine, la question? Oui, avec plaisir. Oui, j'ai parlé d'une définition qui a été proposée par Philippe Hamon. Les définitions, mais là, je veux la question. Ah oui, la question est la suivante. Que pensez-vous, en tant que linguiste, de cette définition ou bien de cette tentative de définition proposée par Philippe Hamon? Voilà, donc il pensait de la pertinence et de l'impertinence, du sérieux et de l'ironie, en fait. Donc, celui qui, le locuteur sérieux est pertinent et le locuteur ironique est impertinent. Oui, ça peut être en fait parce que, par exemple, lorsque quelqu'un ironise, en fait, on peut lui répliquer « ne sois pas impertinent ». Dans ces conditions, on voit que l'interlocuteur a compris très bien le fait que son locuteur, en fait son interlocuteur, voulait se moquer de lui. Dans ces conditions, la réplique « ne sois pas impertinent » est justifiée. Mais ici, c'est une impertinence comportementale. Si c'est à penser l'impertinence en termes de linguistique, voilà, je vais interpréter l'impertinence comme l'implicite ou comme la série d'inférences qui sont cachées derrière le pertinent, disons. De cette façon, Philippe Hamon, bien sûr, définit l'ironie du point de vue littéraire et la majorité des situations de l'ironie, en fait, jouent sur cette c'est pas distinction, c'est ces différences entre le discours sérieux, lorsqu'on parle sérieusement, et le discours ironique. Mais le discours ironique n'est pas non sérieux, parce que même lorsqu'on est impertinent, on est sérieux, parce qu'on veut dire quelque chose qui, dans un discours sérieux, pourrait être prononcé d'une façon plus dure, et alors la réplique
ne soit pas impertinent. On ne peut pas dire ne soit pas pertinent. Voilà. La réplique ne soit pas impertinent n'aurait pu être prononcée. Et on peut dire la même vérité d'une façon ironique. Parfois, l'ironie peut provoquer plus de souffrance que le discours sérieux, mais l'interlocuteur ne veut pas s'exprimer d'une façon directe. Alors, il veut dire la vérité, le sérieux, mais d'une façon détournée. Parce que le locuteur, celui qui se sert de l'ironie, a l'impression que, en se servant de cette figure, il aura un autre impact sur son interlocuteur et l'interlocuteur sera plus vite amené à corriger son comportement langagier ou son comportement concret, pragmatique. Voilà. Alors, c'est ça, du point de vue, disons, sociolinguistique, Philippe Hamon peut avoir raison. Mais du point de vue de la manière de s'exprimer, le discours ironique n'est pas nécessairement un discours impertinent. Merci, chère Sonia. Si vous permettez, est-ce qu'on peut prendre une toute dernière question? Oui. D'accord. Je cède la parole à Khaldi Taufik. Khaldi Taufik. À vous la parole pour y poser votre question. Désactivez votre micro, Khalid. Sinon, donnez la parole à Madame Yasmine Fertahi. On ne t'entend plus, Abdellah. Votre micro, Abdellah. C'est à vous maintenant, Madame Yasmine Fertahi. Vous pourriez poser votre question. Activez votre micro. C'est Rachid, est-ce que vous pouvez activer le micro de Yasmine Fertahi? C'est Rachid? Oui, j'ai vu, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est normalement, le micro de Madame Fertahi, elle est active. Hein. Il faut normalement qu'il active le micro. Hein. Oui. Attends. Madame Fertahi, il a un problème vous entendez. de micro, apparemment. Il a un problème de micro, apparemment, pour Yasmine. D'accord. Donc, on cède la parole à Khaldi Taufik. Désactivez votre micro et posez votre question, s'il vous plaît. Sinon, à Ouissa. Ouissa. Allez-y. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, bonjour et merci beaucoup à nos chers professeurs. Merci beaucoup pour cette belle rencontre et pour votre générosité aussi. Normalement, ma question, je vais essayer de la mettre en rapport avec mon sujet de thèse. Je travaille effectivement sur l'adaptation cinématographique entre la littérature, entre la littérature et le cinéma.
Et en rapport avec cela, dans votre intervention, vous avez parlé de l'image, de l'ironie à travers l'image et surtout l'image fixe, à travers la bande dessinée, à travers les images fixes. Alors, qu'en est-il, madame, de l'image mobile? Est-ce qu'on peut parler vraiment, bien sûr, à travers les films, en l'occurrence, est-ce qu'on peut parler de l'ironie, mais bien sûr sans la composante du texte, sans la composante textuelle? Est-ce qu'il y a de l'ironie juste par les gestes comme vous l'avez évoqué? Et merci beaucoup à vous. Oui, merci pour la question. Oui, on peut avoir de l'ironie, disons, visuelle, gestuelle. En fait, si par exemple quelqu'un veut faire un commentaire sur quelqu'un d'autre, sans verbaliser, il peut faire certains gestes significatifs, mais il faut connaître bien sûr la signification de cette gestuelle. Par exemple, on peut dire, voilà, c'est-à-dire je ne comprends pas, elle dit quelque chose, voilà. Des gestes de cette façon. Je n'ai pas maintenant tous les gestes qui me viennent en fait à l'esprit maintenant, mais en tout cas, la gestuelle est l'un des déclencheurs les plus forts de l'ironie. Parce que si les mots peuvent être interprétés dénotativement et connotativement, et bien sûr, ils ont besoin de quelque chose de l'extérieur, alors le geste ne trahit pas. La polysémie des gestes peut exister, mais cette polysémie peut être interculturelle. Mais au niveau de la même culture, sans doute, les gens connaissent très bien la signification de ces gestes, et alors, bien sûr, on peut les interpréter d'une façon ironique. Sinon, toujours dans l'image mobile, si ce n'est pas uniquement le geste, on peut interpréter au niveau sémiologique, par exemple au niveau des couleurs, de certaines formes, en fait, qui sont utilisées dans l'image mobile. Mais comme je disais pour le défigement, il faut avoir une certaine mémoire de la couleur première, en fait, pour voir qu'il y a vraiment une certaine déformation, parce que l'ironie, c'est une impertinence, disons, de la transformation, de la déformation de la mémoire première, en fait. Il faut avoir nécessairement une certaine mémoire sur laquelle on puisse construire le contenu ironique, que ce soit langagier, que ce soit non langagier. Donc, dans l'image filmique, bon, vous pouvez trouver très, très, très bien beaucoup d'éléments qui peuvent être ironiques. Merci infiniment, cher professeur. Je cède la parole maintenant à Madame Fertahi. Bonjour. Bonjour. J'ai dû me déconnecter pour revenir de nouveau. Je vous remercie, Madame Sonia, pour votre conférence qui nous a fait voyager du texte à l'image. Franchement, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Quand j'ai vu l'intitulé de votre communication, j'ai tout de suite pensé à parodie, à caricature, à la satire. Et puis, je ne sais pas quelle nuance faites-vous entre la satire et l'ironie. Vous avez dit dans votre conférence que l'ironie, c'est peut-être une affaire de politesse, de courtoisie sociale. Et puis, vous avez dit encore que l'ironie, c'est une question très sérieuse. Alors là, je pense à tous les textes des philosophes des Lumières, du Marseille que vous avez cité, Rousseau, Montesquieu, etc., qui recourent à l'ironie justement dans leur texte pour dénoncer, pour critiquer, etc. Et sur le plan didactique, quand on enseigne des textes littéraires à nos élèves ou étudiants, on est toujours confronté à la question suivante. Madame, est-ce que c'est une satire ou c'est une ironie? Et il est toujours difficile d'expliquer les nuances entre les deux.
Donc, et puis, toujours par rapport à la réception du texte littéraire, c'est vrai, l'ironie, c'est une affaire complexe. Vous avez le linguistique, le discursif, le supralinguistique, etc. Et sur le plan didactique, les étudiants ont du mal à percevoir l'ironie. J'étais confrontée à cette difficulté quand j'ai enseigné le texte de Fouad Aroui, Une année chez les Français, et vous savez très bien que c'est un livre qui regorge d'ironie. Et là, il y a des étudiants qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. On a beau mettre, on voit le texte, le dire avec, en répétant les propos, en jouant sur l'intonation, etc. Et donc, moi, je pense que les étudiants ont besoin de lire beaucoup de textes pour développer une sensibilité par rapport à l'interprétation de l'ironie. Et puis voilà, et après vous avez la parodie. Vous avez la parodie, et la parodie, je pense à la chanson, je pense à l'image, je pense à des mises en scène de pièces classiques, et la caricature d'un autre côté. Donc vous voyez, l'ironie, c'est un procédé littéraire qui recouvre plusieurs genres littéraires et artistiques. Donc, je vous salue encore une fois et j'espère vous rencontrer sous d'autres cieux. Merci, merci pour votre question. Et alors, bien sûr, en fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre ce que vous dites, en fait, et parce que l'ironie est une stratégie. Et alors, l'ironie est une stratégie discursive, disons, qui est utilisée ou qui entre dans la composition de toutes sortes de genres de textes, et du pamphlet, et de la satire, et bon, tous les textes qui visent à dire quelque chose d'une façon intermédiaire, donc d'une façon qui n'est pas directe. Donc, d'un côté. Donc, l'ironie est une stratégie. L'ironie n'est pas un genre de texte. L'ironie est un moyen de réalisation de certains genres de textes, en fait. Que ce soit le pamphlet, que ce soit la parodie, que ce soit la satire. Donc, tous les sketchs, par exemple, jouent également sur l'ironie, en fait. L'ironie, l'auto-ironie, en fait. Et bon, l'auto-ironie, c'est encore une autre chose. Voilà, parce que l'auto-ironie veut attirer également l'attention de notre interlocuteur sur ses possibles défauts, pas uniquement sur nos propres défauts, nous qui nous auto-ironisons, en fait, mais aussi nous attirons également l'attention sur les possibles défauts de notre interlocuteur. De l'autre part, du point de vue didactique, oui, il est vrai qu'on a du mal à identifier les structures ironiques si on ne connaît pas nécessairement quelques mécanismes de déclenchement de l'ironie, quelques structures sur lesquelles se construit l'ironie, en fait. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de l'ironie devant nos étudiants, il faut également leur apprendre quelques mécanismes. Et bien sûr, quels sont les possibles déclencheurs? Ils doivent savoir beaucoup de sémantique, doivent savoir lire la polysémie des mots, ils doivent savoir comment introduire, comment voir l'énoncé dans un certain contexte, voir quels sont les éléments cotextuels et contextuels qui peuvent aider à la découverte de l'ironie. Et bien sûr, je reviens à la question de la mémoire. Ils doivent avoir, comme vous avez très bien dit, ils doivent avoir beaucoup de lectures. Malheureusement, nos étudiants actuellement ne lisent plus autant que nous lisions avant. Merci, cher professeur. Je cède maintenant la parole à Smaïl Mohamed. Smaïl Mohamed, c'est à vous la parole. Vous pourriez poser votre question. Désactivez vos micros. Smaïl, désactivez votre micro. Monsieur Smaïl. Désactivez le micro. Ah oui. Posez votre question. Maintenant, c'est bon? C'est bon. C'est bon maintenant? Oui. Bonjour tout le monde. Au début, je voudrais remercier le cher professeur
et surtout Madame Sonia pour cette belle initiative. Alors, mon intervention sera relative à une question qui a un côté un petit peu linguistique. Puisque je suis un enseignant, je suis un doctorant en sciences du langage, et je voudrais intervenir sur le côté concernant les marques de l'ironie dans nos expressions. Alors, si l'on s'intéresse à l'expression de l'ironie, la question c'est quelles en seront les marques dans l'énoncé du locuteur? Alors, d'un point de vue linguistique, je pense que la prosodie est la branche de la phonétique qui étudie les variations rythmiques et intonatives des énoncés. Or, donc, ces variations peuvent être aussi associées à différentes modalités, telles que l'ironie, par exemple, raison pour laquelle plusieurs linguistes partent du principe que cette figure de rhétorique est marquée prosodiquement. Je pense par exemple ici à Orecchioni, par exemple, à Baclucci, etc. De ce fait, des recherches donc ont été menées dans le but de décrire les profils prosodiques liés à l'ironie. Oui. Pour ce faire, donc, un certain nombre de ces études se sont fondées sur des productions d'énoncés ironiques faites par des acteurs. Celles-ci ont montré que l'ironie se manifestait souvent par une baisse de la hauteur accompagnée d'une augmentation de l'amplitude. Mais en outre, le débit est généralement plus long pour les discours ironiques par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. Je peux conclure en revanche que il y a d'autres chercheurs, par exemple Rockwell, lui n'a pas observé donc de différence prosodique entre énoncés ironiques et non ironiques chez les acteurs. Lorsque, si par exemple, on employait cette figure de rhétorique dans la parole spontanée, aucune consigne sur le sujet ne leur avait été donnée. Donc, il y a donc cette observation qui est pour des chercheurs, et on a d'autres chercheurs qui n'ont pas parlé de cette observation. Et merci, ça c'est un ajout que je voudrais partager avec vous. Merci encore une fois, Madame Sonia. Merci pour ces éléments qui ont complété en fait ce que j'ai dit. Alors, il est vrai que les marques de l'ironie peuvent être identifiables de deux côtés. Donc, si on est dans le discours écrit, par exemple, là où la tonalité ne peut pas être perçue directement, alors vous avez vu, il y a les commentaires de l'auteur, dit-il ironiquement. Déjà, nous avons dans notre tête, doit se reformuler, disons, le discours que nous utilisons avec une tonalité ironique, parce que l'auteur, le narrateur, nous a orientés vers l'interprétation. Dans d'autres, toujours à l'écrit, on va se servir des éléments typographiques, comme je vous ai dit. Donc, soit point d'interrogation et point d'exclamation, déjà, cela peut être un déclencheur d'une interprétation négative, disons. Mais ici, il faut tenir compte aussi de l'environnement contextuel. Voilà. Après, les points de suspension, etc. Ou quelques astuces, disons, typographiques dont nous disposons actuellement. À l'oral, c'est intéressant cette étude sur les acteurs. Bon, on a soit cet abaissement de la voix, parce que quand on dit tout va bien, oui, tout va bien. Donc, il est clair que nous avons une courbe intonatoire descendante et qui nous oriente vers une interprétation négative. Donc, déjà, après, même l'interrogation, l'intonation suspensive peut déclencher une interprétation possible ironique. Tout va bien, hein? Je ne m'attendais pas, donc c'est une surprise. Alors, c'est une surprise, je ne m'attendais pas à ce que tout aille bien dans la situation. Et bien sûr, il faut voir également l'environnement. Après, on a les pauses significatives, parce que là aussi, si vous avez vu peut-être à propos du film, de l'image mobile, là où on a les structures verbalisées, il y a des personnages qui
prononcent un discours, un énoncé, et ils font une pause significative. Il est vrai que sur une intonation un peu plus basse et éventuellement associée par une gestuelle, un clin d'œil ou quelque chose comme ça, donc pour suggérer à son interlocuteur que ce qu'il veut dire, c'est exactement le contraire. Voilà. Et alors, tous ces éléments méritent d'être étudiés, donc tant les éléments textuels que les éléments extratextuels, en fait, extralinguistiques. Et alors, si vous faites une thèse sur l'ironie, c'est bien de vous appuyer sur ces déclencheurs. Parce que ces déclencheurs, même s'il s'agit de déclencheurs non verbalisés, en tout cas, même la gestuelle, même, je ne sais pas, la tonalité, donc cela nous oblige à verbaliser au moins dans notre esprit, dans notre tête, parce que toute image doit être explicitée. L'explicitation, pour nous, c'est une sorte de verbalisation qui s'intègre dans la mémoire sémantique, qui est inclus dans la mémoire sémantique et qui fait la sélection des mots qui correspondent, disons, à l'image que nous nous faisons à propos de l'énoncé ironique. Et bien sûr, cela nous donne le comportement à choisir, à sélectionner ensuite. Merci infiniment, cher professeur. Merci mille fois pour, je le réitère encore une fois, pour cette conférence, pour ce riche et enrichissante. Et merci pour ce partage. Vous savez, le thème que vous avez choisi aujourd'hui se retrouve en fait au carrefour des disciplines. C'est pour cette raison aussi qu'il a soulevé un débat riche et enrichissant, un débat passionné et passionnant. On aime beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de se retrouver pour d'autres thèmes, pour d'autres rencontres, pour d'autres partages. Je tiens absolument à remercier tout le monde pour leur participation. Et cette participation a vraiment enrichi cette rencontre et lui a permis aussi de répondre en quelque sorte à leurs attentes. Merci pour tout le monde. On se retrouve, Inch'Allah, très bientôt pour d'autres partages. Merci infiniment. Bon, je vous remercie à mon tour de m'avoir invité. Je remercie mes collègues du Maroc, en fait, et de leur attitude si compréhensive par rapport à ce retard, en fait, de conférence. Mais je remercie également les participants, doctorants ou étudiants, qui ont posé des questions très pertinentes et non pas impertinentes. Mais même si c'était impertinent, c'était des questions sérieuses. Et alors, je vous remercie tous et espérons qu'on va se rencontrer une autre fois, peut-être dans une activité qui est organisée par mon école doctorale, par moi ou par d'autres activités et peut-être en présence. Et alors, à cette occasion, je vous dis que en novembre, je vais organiser un colloque qui s'appelle le langage, discours et traduction. Ce sera par Zoom, je ne sais pas, par une plateforme, en fait, et je vais vous envoyer l'appel. Je le ferai au mois de juillet et je vous attends avec grand plaisir et honneur dans ce colloque que j'organise tous les 2 ans. Cette année, j'aurais voulu, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, j'aurais voulu ne plus l'organiser. Mais je le ferai finalement. Alors, en tout cas, je vous remercie pour tout, pour votre générosité, pour toute votre attention, pour les questions pertinentes, pour les questions qui m'ont fait réfléchir aussi à d'autres aspects de l'ironie. Je ne me suis pas occupée très longuement de l'ironie, mais accidentellement, disons. Mais peut-être cela entrera dans mes préoccupations ultérieures d'une façon plus accentuée. Et merci, cher
professeur Abdelahir Oulali, voilà, pour avoir eu l'initiative. Et ce sera pour la prochaine. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci infiniment pour tout. Merci, infiniment. merci à votre directeur du laboratoire aussi, qui a eu la générosité de comprendre et de nous accompagner dans cette aventure extraordinaire de webinaire, en fait. C'est nous qui vous remercions. D'accord. Bon. Merci encore une fois, Sonia. Vous savez, oui, vous savez que vous faites partie aussi